Alex Greenberg, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour tenter de pour nous aider à mieux comprendre un peu les derniers développements diplomatiques qui se sont produits. Alors, on a pris rendez-vous hier soir avant même d'apprendre la démission de James Mattis, le secrétaire d'État américain à la Défense, qui s'inscrit, on va dire, dans une sorte de vent de critique concernant la décision de Donald Trump de retirer les forces américaines de Syrie. Il était foncièrement opposé à ce projet, James Mattis. Quelles sont les répercussions, Alex, d'une telle démarche? Parce que finalement, et je le lisais même dans la presse israélienne, il n'y a que 2000 soldats américains. Quelle était leur importance sur place et quelles sont les répercussions immédiates et à long terme de cette décision américaine? Merci à vous. Et immédiatement, d'abord, les répercussions sont assez simples. Donc, la mainmise russe et iranienne, et aussi turque, sur la Syrie devient accomplie. Parce que cette présence américaine, tout petite qu'elle soit, aurait pu prévoir quand même la domination russe globale en Syrie. Mais de l'autre côté, je dirais qu'il ne faut pas être hystérique parce qu'il s'agit finalement non d'une retraite du 6e flotte américaine du Golfe, mais il s'agit de 2000 soldats américains, c'est tout. Et en fait, c'est le plus grave, ce n'est pas pour les répercussions les plus graves ne sont pas pour Israël, mais surtout pour les Kurdes syriens qui se sentent trahis par les Américains. Mais aussi de l'autre côté, je voudrais rappeler pour les auditeurs que historiquement l'Amérique a toujours trahi les Kurdes. C'est quelque chose qui est devenu, oui, c'est quelque chose qui est devenu, bon, parce qu'on peut dire une tradition entre guillemets politique politique pour les Kurdes quand l'Amérique promet quelque chose aux Kurdes et finalement les abandonne. Mais cette fois aussi, pourquoi c'est une tradition? C'est-à-dire pourquoi cela se reproduit? Parce qu'il y a des intérêts turcs plus importants? Oui, les intérêts turcs sont plus importants, non plus importants, je dirais plus pesants. C'est-à-dire, le Kurde, c'est très facile de se solidariser avec eux parce que le Kurde, turc, ils sont démocrates, ils ne sont pas du tout islamistes, le contraire. Mais l'influence turque est quand même plus importante pour l'Amérique. Et au titre d'exemple, on peut citer la vente des missiles Patriot américains aux Turcs. En échange de leur refus de vendre, de leur révision d'acheter des missiles russes. Évidemment, il y a un prix à payer pour cette démarche. En soi, Alex, c'est tout de même un truc assez stupéfiant que, en fait, on s'aperçoit que Erdogan, qui n'est pas le premier démocrate, on va dire, soit courtisé de cette manière à la fois par Trump d'un côté et par Poutine de l'autre côté. C'est-à-dire, ça peut paraître stupéfiant, n'est-ce pas? Non, pourquoi? Il n'est pas un démocrate, mais il n'est pas un grand démocrate, mais il est un grand client de l'industrie militaire américaine. Il n'y a rien d'étonnant. C'est que je voudrais quand même souligner que je ne suis pas cynique, que je dis quelque chose de nouveau. Mais c'est comme ça, comme disait Raymond Aron, le monde de relations internationales est en jungle de monstres froids. Oui. Donc c'est ça, sont les intérêts. Je crois. Est-ce que c'est bien pour Israël finalement? Non, ce n'est pas bien, mais en politique internationale, ce n'est le phénomène que quelque chose est uniquement grave n'existait pas. Par exemple, la liberté, d'un côté, ça limite Israël, mais de l'autre côté, la liberté d'action israélienne peut devenir plus enlargie parce que maintenant Israël n'a pas besoin d'avoir peur qu'elle va frapper les intérêts américains.
Alors, effectivement, c'est vrai que ça embarrasse Israël, mais c'est pas, on va dire, c'est pas une catastrophe à proprement parler. Par contre, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu vers où va Donald Trump. On a du mal à suivre. Alors, bon, on sait qu'il est imprévisible lui-même, mais on a du mal à suivre. Est-ce que il mène une politique protectionniste à outrance, ou alors il veut, parfois, on a l'impression qu'il veut continuer à ce que les États-Unis soient le gendarme du monde. C'est pas tout à fait clair. Merci pour cette question, elle est très importante. Je crois que, surtout nous en Israël, il faut que nous comprenions que ni Obama ni Trump, ils ne sont pas ni pro-Israël ni anti-Israël, Ouais. ils sont pro-américains. Grosso modo, on peut dire, et maintenant on peut le dire avec certitude suite à cette démarche en Syrie, que Trump suit la même logique d'Obama, c'est-à-dire la retraite américaine. Les Américains, grosso modo, ont ras-le-bol du Proche-Orient, de ces problèmes. Ils n'en ont plus besoin de l'industrie pétrolière, des pétromonarchies du Golfe. C'est important, ça demeure important, mais moins important qu'il y a 20 ans. Et donc maintenant, le Trump, ce qu'il fait, et d'après moi au moins, il ménage la retraite américaine du Proche-Orient, mais il le fait en effet avec d'autres tournures rhétoriques, contrairement à Obama. Mais la substance ne change pas. L'Amérique ne veut pas. L'Amérique a subi les répercussions de deux guerres tragiques en Irak, en Afghanistan. Elle ne veut l'idée de présence américaine militaire ailleurs est très impopulaire aux États-Unis. C'est pourquoi Trump a pu se permettre cette démarche en Syrie en dépit des répercussions diplomatiques pour l'administration comme la démise de Mattis. Alors, il y a dans cette tension, on va dire, dans cette effervescence diplomatique régionale, il y a aussi le rôle de la Russie. Et cette décision américaine, elle intervient dans un contexte de tension, on peut le dire, entre Israël et la Russie, en particulier cette semaine. Et là encore, j'ai besoin de votre éclairage pour mieux comprendre les choses. On est dans une semaine où les Israéliens ont voté en faveur à l'ONU, à l'Assemblée générale des Nations Unies, en faveur d'un vote, en faveur d'une résolution pour l'Ukraine, alors que jusqu'à présent, ils prenaient garde de ne pas fâcher les Russes dans ce dossier, dans le dossier de la Crimée. Et là, ils prennent position en faveur de l'Ukraine. Alors apparemment, ce sont les Américains qui ont fait pression. Mais d'un autre côté, ils accueillent ici, comme ça a été le cas cette semaine, une délégation importante de responsables du Sénat russe qui sont venus visiter et ils essayent de tout faire pour faire oublier, on va dire, l'incident de l'attaque d'il y a 3 mois. Expliquez-nous cette contradiction apparente. Je ne crois pas que ce soit une contradiction. Il s'agit de deux. C'est plutôt le besoin de Poutine et de l'establishment russe de maintenir des relations plutôt normales avec l'armée israélienne en tout ce qui concerne Syrie. Mais de l'autre côté, oui, il ne faut pas se faire d'illusion que les Russes nous aiment ou quelque chose dans ce genre. Donc, non, on ne se fait pas d'illusion qu'ils nous aiment, mais comment, du point de vue israélien, on peut au même moment vouloir apaiser les Russes en accueillant cette délégation et d'un autre côté voter avec l'Ukraine aux Nations Unies? Je crois, d'abord, je ne suis pas sûr qu'en Israël, on a fait tous les calculs nécessaires dans tous les ministères, parce que c'est, disons, le vote diplomatique à l'ONU et la rencontre avec la délégation russe se sont effectuées par 2 ministères différents. Ah oui. Ça arrive ça veut dire qu'il n'y a pas de coordination. Et c'est bien possible qu'il n'y ait pas de coordination. Comme vous vous rappelez, le programme d'organiser la Liga des francophones, on a appris il y a quelques jours qu'en effet ce programme existe depuis longtemps, juste on l'a oublié. Alors c'est à peu près la même chose. Ouais. Mais c'est aussi possible que Netanyahou Netanyahou a fait les calculs. Qu'est-ce qu'il est plus dangereux de faire maintenant? Oui.
Est-ce qu'il fait agacer les Russes avec le vote ou recevoir la délégation? Une douche froide agacer Trump ou agacer Poutine? Ouais, ou alors tout simplement recevoir une douche froide des Américains, parce qu'on sait que les Américains, Tout à fait. Donald Trump, il a la liste des pays qui votent pas en faveur des États-Unis, et donc ça peut peut-être... Voilà, mais encore une fois, je voudrais rappeler que dans notre situation d'Israël, il est difficile d'imaginer comment on peut le faire autrement. On n'a pas beaucoup de choix. Mm-hmm. Alors, il y a une information ce matin dans la presse israélienne que j'aimerais que vous commentiez. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est dans le Israël Hayom de ce matin. Nous allons le mentionner dans la revue de la presse israélienne, qui parle d'un accord secret qui aurait été conclu entre Jérusalem, l'Arabie Saoudite, enfin, Jérusalem, Riyad, Amman, avec Poutine pour essayer de réduire, on va dire, l'influence des forces iraniennes en Syrie, en échange d'une autorisation, on va dire, entre guillemets, pour les Américains de quitter le territoire syrien. Ça vous semble plausible une telle démarche? Ça me semble plausible sur le plan théorique, oui, c'est ce dont les États-Unis rêvent. Oui. Pouvoir se retirer, mais le maillon faible dans cette logique, est-ce que la Russie peut-elle garantir la retraite iranienne de Syrie? Alors non, il ne s'agit pas d'une retraite. Là, dans l'information, il s'agit d'une maîtrise, c'est-à-dire de faire en sorte que les forces iraniennes enfin, je ne sais pas comment traduire exactement cela, mais c'est-à-dire essayer de museler un peu. C'est maîtriser. Oui, mais justement, quand on voit en accord diplomatique où un paragraphe est très vague et on peut le commenter de plusieurs façons. Donc, ce paragraphe est le maillon faible de toute l'algorithme diplomatique. Parce que, encore, dans ces cas-là, c'est comme dans tous les accords entre Israël avec les Palestiniens. Par exemple, les obligations israéliennes ils sont très clairs et irrévocables, tandis que les promesses palestiniennes sont, disons, on va continuer à lutter contre l'incitation, mais si quelque chose arrive, bon, on a essayé, on n'est pas arrivé à le faire. Donc, de la même façon, on peut dire, oui, les Russes sont, les Américains se retraitent, et les Russes promettent d'agir, de convaincre, mais bon, toujours, on peut dire qu'on a essayé, mais ça n'a pas marché. Alors, ça évoque beaucoup de suspects, tous ces paragraphes. Le dernier point de cette intense activité diplomatique que l'on n'a pas encore mentionné, c'est ce qui se passe au Liban et ces derniers développements autour des révélations des tunnels creusés par le Hezbollah. On l'a vu à l'ONU, il y a eu un débat à l'ONU, pas de véritable condamnation, il ne fallait pas vraiment s'y attendre à des condamnations du Hezbollah. Est-ce que vous pensez que l'action, on va dire, de communication des Israéliens, elle peut avoir un effet sur certains pays et faire prendre conscience de dangers auxquels l'État d'Israël est confronté, tant sur le plan du nucléaire iranien que sur le plan, on va dire, de l'expansionnisme iranien aux frontières d'Israël? Malheureusement, non. Parce que le parti pris européen et onusien est tellement évident que j'ai du mal à imaginer que quelque chose qui peut vraiment choquer, c'est tout à fait normal que le Hezbollah, quelqu'un d'inconnu au Liban essaie de creuser des tunnels sur Israël. Oui, ça arrive, vous savez. C'était ça la réaction des médias occidentaux par rapport à cet accident. Mais c'est important quand même qu'Israël fournisse des photos et des preuves qu'il s'agit de quelque chose de réel et pas d'une exagération médiatique israélienne. Eh bien, merci beaucoup Alex Greenberg. C'était très intéressant de dialoguer avec vous. Vous nous avez bien éclairé sur tous ces problèmes diplomatiques, sécuritaires et régionaux. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom.